poursuit ce Lex Inside. On va parler de l'administration de la preuve dans le procès civil avec mon invité Frédéric Wiesmann, associé fondateur de Blue W Avocat. Frédéric Wiesmann, bonjour. Bonjour. On va faire le point ensemble sur l'administration de la preuve dans le procès civil à l'aune de la jurisprudence. Tout d'abord, comment le droit à la preuve a-t-il été consacré par la CEDH et adopté par la Cour de cassation ? Alors, le droit à la preuve découle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. L'article 6, paragraphe 1 est relatif au droit au procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. De cette disposition conventionnelle découle l'exercice des droits de la défense. Toute personne a le droit de se défendre dans le cadre d'un procès et aussi le principe de l'égalité des armes, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre d'une partie par rapport à l'autre, de sorte que justement on puisse respecter ce principe d'égalité. Et de cet article 6, paragraphe 1, a découlé également le droit à la preuve. Alors le droit à la preuve, on en trouve déjà des traces dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision 1993. Plus spécifiquement, ce droit à la preuve a été reconnu dans une décision du 10 octobre 2006. Qu'est-ce que c'est que le droit à la preuve ? Le droit à la preuve, c'est j'ai le droit de produire des preuves en justice qui sont pour obtenir le succès de mes demandes, de mes prétentions. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est j'ai le droit à ce que le tribunal ordonne la production de pièces au contradicteur, à l'adversaire, ou encore ordonne une mesure d'expertise. Dans le sillage de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a également fait état de ce principe du droit à la preuve, notamment dans un arrêt du 5 avril 2012. Et c'est alors qu'on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui retient à la fois le droit à la preuve conformément à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est alors que se pose la question de la jurisprudence concomitante de la Cour de cassation sur la problématique de la loyauté dans l'administration de la preuve. Alors, on va justement aborder cette question. Comment le droit à la preuve s'articule-t-il avec ce principe de loyauté que vous venez de rappeler dans l'administration de la preuve ? Eh bien, quand on dit droit à la preuve, ça veut dire qu'en fait, on peut tout produire pour faire entendre sa cause et pour parvenir à la manifestation de la vérité. Alors que la loyauté, eh bien, elle commande le respect de certaines règles. La règle, c'est que on ne peut pas produire une preuve qui serait obtenue de manière déloyale, de manière illicite. L'exemple qui est le plus fréquent et qui tente à se développer compte tenu de l'évolution des technologies, c'est évidemment les enregistrements, que ce soit d'entretiens téléphoniques, de conversations dans une coursive, dans un couloir, avec un téléphone qui est dans une poche, une question posée de manière plus ou moins anodine, et puis, ou encore l'enregistrement de conversations téléphoniques. Donc là, on est vraiment dans une situation où la preuve, elle est à la fois déloyale, c'est un enregistrement clandestin, et elle est à la fois illicite, car il n'est pas autorisé de capter un entretien téléphonique à l'insu de son interlocuteur. Et la Cour de cassation, donc, à plusieurs reprises, dans ces différentes chambres, rappelé ce principe de loyauté pour écarter des preuves des débats. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé avec une confrontation et une antinomie entre le droit à la preuve et le respect de la loyauté des débats, la loyauté qui est un principe que le juge doit veiller à faire respecter tout au long de la procédure. Et c'est alors que la loyauté a été affirmée de manière très claire par un arrêt de l'Assemblée plénière du 7 janvier 2011, eh bien, la coexistence de ces jurisprudences qui posaient difficulté a été résolue par un arrêt de l'Assemblée plénière, donc la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, du 22 décembre 2023. Qui a un peu clarifié la situation, si je vous comprends bien. Alors, elle clarifie la situation et elle repose, elle articule tous les principes.
D'abord, il faut saluer le caractère extrêmement pédagogique, didactique de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Et donc, la Cour de cassation retrace les différentes jurisprudences, les différentes problématiques, et on arrive à conclure la chose suivante. Aujourd'hui, c'est le droit à la preuve qui doit permettre de produire toute pièce en justice, y compris si la pièce est obtenue de manière déloyale ou que c'est une preuve illicite. Il n'y a pas d'irrecevabilité en soi de la preuve déloyale ou illicite. C'est-à-dire que le juge ne peut pas l'écarter d'office. Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement de paradigme? C'est un changement de paradigme parce que toute partie va pouvoir produire tout type de pièces sans se retenir. Et il appartiendra au juge, conformément à ce que dit la Cour de cassation, de veiller à ce que, dans son ensemble, la procédure demeure équitable. Et là, elle pose des critères. Il va falloir vérifier, si c'est demandé évidemment au tribunal et au juge, il devra vérifier si la preuve est absolument indispensable au succès de la prétention, au droit à la preuve. Donc pour la partie qui produit cette preuve illicite ou déloyale, premièrement, il va mettre en balance le droit à la preuve avec les droits auxquels il porte atteinte. Le droit à la preuve peut porter atteinte au secret des correspondances, au respect de la vie privée. Et dans ce cadre-là, il devra vérifier que la production de cette preuve déloyale est strictement nécessaire et proportionnelle avec une analyse de la proportionnalité de la production de la preuve déloyale. Et donc, c'est une vraie révolution parce que aujourd'hui, le plaideur est libre vraiment dans la production de sa preuve. Elle sera admise ou elle sera écartée, mais il ne perd rien et il peut tenter sa chance en produisant une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite. Pour conclure, peut-être un mot sur les conséquences pratiques dans la gestion quotidienne des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises nous regardent sur Be-Smart for Change. Alors, il y a d'énormes conséquences. Quand on est par opposition, vous savez qu'en matière pénale, la preuve a toujours été libre. Bien sûr. Par opposition à ce qui existait avant cette jurisprudence de la Cour européenne, de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et là, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant. Par principe, on doit toujours veiller à toute parole prononcée. Mais là, il faut être extrêmement vigilant parce que dès lors que potentiellement il y a un litige en germe, toute parole prononcée est susceptible d'être enregistrée sans qu'on le sache. Et aujourd'hui, les moyens d'enregistrement, la technologie permet d'une captation qui soit extrêmement discrète et du coup, vous vous retrouvez ensuite dans un procès où on vous produit un enregistrement que vous n'aurez pas anticipé. Ça veut dire aussi donc cette vigilance qui doit être totale. Bien sûr. De l'autre côté, lorsqu'il y a un litige qui est en germe, si on veut maîtriser les éléments de la discussion, eh bien, privilégier le support écrit, ça peut être le mail, la lettre. Ensuite, l'autre chose, si on veut s'assurer d'un sas de confidentialité, eh bien, ce sont les échanges entre avocats qui sont couverts au titre de la protection du secret professionnel qui, lorsqu'il est violé, constitue une infraction pénale. Et l'autre possibilité, c'est aussi dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation telle qu'elle est prévue par le Code de procédure civile, eh bien, vous avez une confidentialité qui est protégée. Donc voilà, et le dernier point aussi, c'est que, en fait, selon le côté où on se trouve, c'est-à-dire que si parfois on n'arrive pas à obtenir de la preuve et qu'on veut susciter de la preuve, alors là, il peut y avoir toute une tactique pour essayer de faire accoucher son interlocuteur d'une information, de la révélation de faits pour lesquels on ne dispose pas de preuves. Mais il faut faire veiller et être très vigilant sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de chantage. Dans l'échange que vous avez avec votre interlocuteur, le chantage est sanctionné pénalement. Et le chantage, c'est de dire, écoute, il faut que tu me dises parce que sinon, moi, je vais me plaindre et j'ai des révélations à faire qui porteront atteinte à ton honneur, à ta considération. Et là, c'est une infraction pénale. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Wiesmann d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet W Avocat. Je vous remercie infiniment de votre invitation. À bientôt.